Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire qui s'inscrit dans le cadre de l'espace France Gestion. Je suis Siana Moussaïd et je suis ravie aujourd'hui d'échanger avec vous en pratique sur la facture électronique. Et pour cela, on a le plaisir d'accueillir Thierry Ardion, qui est vice-président de l'association SDDS. Et si vous la connaissez pas, je vous invite à aller découvrir ce que c'est. Vous êtes en charge du collège fiscal et directeur des produits Isagri et Agiris. Donc la première question pour vous Thierry, pouvez-vous présenter l'action de l'association SDDS, donc syndicat de dématérialisation des données et sociétés, et évidemment son rôle auprès de l'administration fiscale, notamment sur la partie facturation électronique que vous pilotez? Bonjour à tous déjà. Donc effectivement, l'association SDDS a été créée en 2005 avec pour but de renforcer la coopération entre les éditeurs logiciels et les pouvoirs publics pour rendre les réformes plus productibles et accélérer la dématérialisation des données des entreprises. À l'origine, nous étions concentrés sur les données sociales et depuis 10 ans, nous avons un collège fiscal qui a permis de travailler sur le antifraude, les systèmes de caisse, le prélèvement à la source, les télédéclarations et bien sûr la facture électronique depuis 4 ans maintenant. Et donc, à ce titre, l'association SDDS représente la profession des éditeurs dans tous les travaux que mène la DGFiP sur la facture électronique depuis 2020. D'accord, un sacré chantier. Et du coup, quelle a été votre réaction face au report de la mise en place de cette facturation électronique? Est-ce que vous pensiez que c'était nécessaire? Parce qu'on a tous été pris de court par cette annonce cet été. Je voudrais connaître votre position. Alors la surprise fin juillet, la déception en septembre, enfin début octobre, en voyant l'ampleur du report, même si on le sentait venir. Bon, maintenant, si on prend du recul, il semblait de plus en plus évident que le maintien du calendrier était très risqué et beaucoup d'entreprises, grandes ou petites, ont sous-estimé le temps de préparation nécessaire, ou bien pour les plus petites n'étaient encore même pas au courant qu'il y avait une réforme. Et donc l'État, c'est sûr, ne pouvait pas prendre le risque d'un accident industriel sur un sujet qui conditionne quand même très directement l'économie française et des entreprises. Donc c'était, je pense, le plus raisonnable, même si on pouvait espérer un report un peu moins important. C'était pas à cause justement le fait que les éditeurs notamment n'étaient pas prêts avec le portail public ou... Alors, les éditeurs et le portail public, c'est pas la même chose, mais alors, assurément, les éditeurs n'ont pas demandé de report. D'accord. Et ça, je peux en témoigner, et la DGFiP peut en témoigner. On n'a jamais demandé de report. On était plutôt à se dire, on va se concentrer sur l'essentiel pour le début début de l'été 2024. Et en fait, je pense que voilà, on n'allait pas dans le mur. Simplement, il y a des syndicats d'entreprises qui ont fait des écrits pour demander le report. C'est le cas du MEDEF, qui avait demandé un report d'1 an et qui l'a confirmé devant tout le monde. Et puis, le principal report, finalement, il est causé par le retard du portail public. Et là, le portail public, il est en retard de plutôt 1 an et demi peut-être. Donc effectivement, là, c'est pas les éditeurs, c'est le projet du portail public qui est en retard. Oui, ce qui retarde les essais avec les éditeurs, du coup. Mais effectivement, ok, merci pour cette précision. Mais la DGFiP ne va-t-elle pas profiter de ce report pour peut-être induire un nouveau cahier des charges, des nouveaux développements à destination des partenaires ou... Pour l'instant, le cahier des charges dans ses grands principes est quand même assez stable maintenant. Moi, je n'imagine pas de grands changements et nos interlocuteurs à la DGFiP n'ont jamais évoqué de souhait de changement sur ce qui a été fait jusqu'à maintenant. Et à vrai dire, il y a déjà bien assez à faire avec le cahier des charges existant. Simplement, quand même, on est sur un terrain mouvant puisque les spécifications externes, c'est le document qui décrit toutes les modalités pratiques, changent par petites touches en continu et depuis 3 ans. Il y a une nouvelle version publiée chaque trimestre. Il y en a une cet été. Il y en aura une autre dans les mois qui viennent. Et donc, ça formalise à chaque fois les travaux qui sont réalisés entre la DGFiP et puis les parties prenantes, que nous sommes nous, les éditeurs, mais pas que nous. Et donc, il faut reconnaître quand même, et donc je pense qu'on le saurait s'il y avait des gros changements annoncés, que je n'ai jamais vu depuis que je travaille avec la DGFiP une si large concertation, une si large écoute des parties prenantes pour une réforme. Et donc, je suis plutôt confiant sur le fait qu'il n'y aura pas de bouleversement majeur. Voilà.
mais des Ça nous améliorations. rassure, nous, utilisateurs de l'autre côté. Ouais. Ça m'emmène à ma prochaine question. Quels seront les principaux obstacles de la mise en place de cette facturation électrique? Est-ce qu'il y a des risques associés, notamment pour les entreprises, enfin pour toutes les parties prenantes également? Bah, en fait, le principal obstacle, moi je le dis depuis le début à la DGFiP, hein, c'est la compréhension de la réforme par les entreprises. C'est pas la technique. La technique, on va y arriver. Les éditeurs vont s'adapter, les plateformes vont fonctionner, les experts comptables vont faire ce qu'il faut aussi. Et donc, j'ai pas d'inquiétude là-dessus. Mais par contre, pour les entreprises, il y a beaucoup d'entreprises qui pensent encore qu'il suffira d'installer une nouvelle version le moment venu, ou bien de faire des factures en PDF au lieu du papier, et puis de les faire passer par un site web qu'on appelle PDP ou PPF. Et pourtant, il y a des pratiques qui vont devoir changer dans les entreprises, qui imposent à chaque entreprise d'analyser ses propres pratiques pour identifier les conséquences de cette réforme pour elle, sur sa comptabilité, sur sa facturation, sur sa caisse, ses encaissements de factures. Et ça, malheureusement, c'est extrêmement long de propager, on va dire, la connaissance de la réforme et de faire comprendre aux gens qu'ils doivent y passer un petit peu de temps pour essayer de la comprendre. Pour moi, le principal risque, il est là. Et il reste là malgré le report. Notamment la compréhension au niveau de l'organisation des divers cas d'usage auxquels ils sont associés en tant qu'entreprise peut-être. Oui, c'est ça. C'est que pour une entreprise qui a, par exemple, un petit magasin avec une caisse et puis un logiciel de facturation, de comprendre que dans ce cas d'utilisation, quand celui qui est passé en caisse, qui a payé un article, il demande une facture et qu'il faut le ressaisir de l'autre côté dans le logiciel de facturation pour que ça parte dans le circuit du invoicing et comprendre qu'il faut l'annuler dans le e-reporting ou bien faire une mention spéciale sur la facture, bah ça, c'est des cas. C'est le cas numéro 30 des spécifications externes. Mais C'est un sur ce peut-être, cas-là, non? si un commerçant ne le comprend pas, je pense qu'il ne saura pas fonctionner. Ou il va déclarer 2 fois de la même TVA, ce qui est pas terrible. Tout à fait, tout à fait. Et donc effectivement, il y aura quand même pas mal de pédagogie et la pédagogie passerait très certainement par les avantages. Qu'est-ce que vous verrez que vous comme avantage, notamment pour les plus particulièrement pour les TPE, PME, de la mise en place de la facturation électronique? Déjà, pour les entreprises qui vont bien se préparer, je considère que la facture électronique, c'est forcément un gain de temps dans la durée. Euh, Parce que faire des factures électroniques, ça devrait prendre moins de temps et ça prendra moins de temps à traiter qu'une facture papier ou même un simple PDF. Deuxièmement, ça va permettre de contrôler, d'améliorer le contrôle des achats, d'autant plus pour ceux qui ont beaucoup d'achats, de commandes, de livraisons à vérifier. Donc ça me paraît bénéfique également. Ça peut également optimiser les délais de paiement et d'encaissement. Et puis, enfin, peut-être surtout, ça va ouvrir la possibilité de faire de la comptabilité automatisée pour l'entreprise ou son expert comptable, avec des outils de pilotage qui vont être bien plus souvent actualisés, plus détaillés, grâce à la possibilité d'exploiter le détail des lignes de facture, qui n'est pas valorisé aujourd'hui, parce que personne ne saisit de l'état des lignes de facture dans sa compta. Et donc, ou très peu, en tout cas, ceux qui ont des systèmes de gestion de stock éventuellement. Et C'est donc, ça, compliqué pour moi, aujourd'hui. aujourd'hui, c'est compliqué. Demain, ça va être beaucoup plus facile de valoriser cette information parce qu'elle sera directement accessible, exploitable par les logiciels. Et donc, ce seront les éditeurs qui vont accompagner les entreprises grâce à la mise en place de la facturation électronique? Oui, les éditeurs vont faire leur boulot pour organiser cette valorisation automatique, cette comptabilisation automatique, ces comparaisons automatisées demain entre les commandes, les livraisons, les factures. Et en essayant de rendre ça simple et efficace pour les entreprises. Et puis, bien sûr, les, les cabinets comptables ou les conseillers habituels des entreprises vont les aider à adapter leur organisation parce qu'eux connaissent bien l'entreprise également. On l'a dit quand même rapidement que la facture électronique induit forcément des changements d'organisation, des changements de process au sein de l'entreprise, qu'importe sa taille, hein, et on se rend pas compte que même les très petites sont concernées. Comment en fait les PDP ont prévu justement d'aider les entreprises à tirer parti de cette réforme, les petites entreprises notamment? Voilà. D'abord, les plateformes
elles vont devenir le concentrateur de l'émission et la réception des factures, qui vont être totalement tracées. Et donc, le premier bénéfice, ça va être le meilleur suivi des factures, ce qui n'est pas négligeable, puisque aujourd'hui, il y a des factures papier qui arrivent au courrier ou qui sont remises de la main à la main. Il y a des factures qui arrivent dans les boîtes mail, il y a des factures qui arrivent dans le dossier téléchargement d'un ou parfois de plusieurs ordinateurs différents. Et donc, cette concentration va faciliter le suivi. Et puis ensuite, le fait de mettre en place des contrôles des achats ou le suivi des litiges, puis des paiements, il sera de plus en plus automatisé quand les bons de commande seront rapprochés aussi des factures. Et puis, alors après, dans les autres changements, il y a le e-reporting. Alors lui, malheureusement, il n'apportera pas beaucoup de valeur à l'entreprise puisque ce n'est finalement qu'une déclaration supplémentaire. Hein. Sur ce point-là, l'enjeu sera surtout d'y consacrer le moins de temps possible pour centraliser les caisses, les factures aux particuliers et avec l'export avant de déposer le tout sur sa plateforme. Donc ça reviendra quand même souvent, tous les 10 jours, tous les mois ou tous les 2 mois. Et donc il faudra d'abord viser l'efficacité et l'automatisation pour le e-reporting. Et là, il y a un gros boulot pour les éditeurs pour faciliter ça. À la limite, l'automatiser totalement, c'est le rêve. Mais ça sera pas facile. Donc, en gros, vous serez un facilitateur pour pouvoir concentrer tout sur la même plateforme à destination des TPE. Alors, au maximum possible sur la même plateforme. Bien sûr, les entreprises, parfois, auront plusieurs plateformes pour des raisons qui tiennent à leur organisation. Mais le mieux, c'est de l'éviter quand on peut. Et donc, dans ce cas-là, l'importance des liens entre la plateforme et le système informatique de l'entreprise sera déterminant pour que ça circule de manière fluide. Alors moi, j'ai une petite question qui fâche peut-être ou pas. On parle souvent d'économie pour les TPE, de la mise en place de facturation électronique. Avant de vous demander une estimation de prix, moi, quand je forme mes confrères et consoeurs et que je leur explique qu'on va pas se priver, enfin, il faut continuer à payer le logiciel de facturation, qu'il va falloir payer en plus une PDP, mais qu'il y a quand même des économies sur des coûts cachés qu'on voit pas, qu'on ne sort pas financièrement tous les jours. Quel est l'argument et surtout, comment vous, éditeurs, vous allez proposer, enfin, quelle politique de prix vous avez prévu de proposer à ces TPE qui sont déjà fragiles financièrement? Alors déjà, il y a deux modèles économiques qu'il faut différencier. Parce que si je parle au nom des éditeurs, les éditeurs logiciels de compta, de facturation, etc., on va pas forcément facturer plus, on va faire évoluer nos logiciels pour les adapter à la facture électronique. Donc ça va pas forcément coûter plus cher aux entreprises, sauf s'il y a des super services à valeur ajoutée qu'on trouve l'idée d'amener. Et ensuite, il y a le modèle économique des plateformes. Et donc, les plateformes, elles, ce sont un nouvel élément dans le jeu, effectivement, qui va avoir son propre modèle économique. Alors, il y a déjà des prix affichés pour un certain nombre de plateformes qui sont candidates pour devenir PDP, mais ces prix-là, sans doute, seront modérés par la concurrence avec le portail public qui sera gratuit. Et forcément, ça va empêcher des dérives importantes. Donc, ceux qui ne voudront pas ou ne pourront pas se contenter du portail public gratuit devront être convaincus par leur éditeur de la plus-value apportée par la PDP avec des fonctionnalités supplémentaires plus riches, plus simples, plus intégrées. Et donc là, ce qui aura de la valeur supplémentaire par rapport à la gratuité du PPF, pardon, ça sera le fait de savoir gérer des formats qui sont pas reconnus par le portail public, le DI, des formats spécifiques, la signature électronique des factures qui n'est pas obligatoire et qui ne se fera pas dans le PPF, l'archivage des factures à valeur probante qui n'est pas non plus fait par le PPF, ou des solutions de paiement, des factures d'achat, de vente, pour encaisser plus vite ces factures de vente et payer au bon moment, on va dire, sans y passer trop de temps les factures d'achat. Mais là, par contre, il faudra faire attention aux prix qui sont très très variables dans les solutions de paiement et il faudra en démontrer la rentabilité pour l'entreprise. Dans la majorité des cas, aujourd'hui, le modèle économique, il est quand même porté par un coût à la facture, donc ce qu'on peut observer, et surtout quand il y a des volumes importants. Pour les plus petits volumes, je pense qu'on rencontrera souvent un prix, un abonnement mensuel par société, de quelques euros par mois, par exemple. Mais alors, si vous voulez un ordre d'idée, je pense que ça sera souvent aux alentours de
je peux pas parler pour mes confrères, hein, mais Mhm. j'observe qu'on parle souvent de 5, 10 euros, peut-être 15 euros selon les prestations par mois. Alors, Pour un volume à peu près de combien de factures? bah, quand c'est par dossier, ça veut dire que on parle de quelques centaines de factures par an. Donc, pour la plupart des TPE, c'est largement suffisant. Euh, et donc, en fait, si on parle de ça, ça veut dire euh, on est sur des coûts, si on veut les ramener à la facture, de 10, peut-être 20 centimes par facture. C'est pas vraiment le problème financier. Finalement, si on regarde les quelques dizaines d'euros que ça représenterait par entreprise, il faut reconnaître que c'est pas ça qui sera déterminant. Ce qui va être déterminant, c'est en face de ces, ou en complément de ces 50, 100 euros par an, est-ce que le lien que je vais avoir entre mon système d'information et cette plateforme va être très très fluide et va me faire gagner du temps, ou est-ce que j'aurai beaucoup de manipulations à faire pour communiquer avec ma plateforme, et là, ça serait très pénalisant, et là, ça vaut sûrement le coup de payer quelques dizaines d'euros supplémentaires pour avoir ce confort. Et donc, c'est comme ça qu'on raisonne du côté des éditeurs, c'est-à-dire, mais l'intérêt de l'entreprise, ça sera peut-être de payer quelques dizaines d'euros de plus par an et d'avoir un confort optimal et une fluidité du temps gagné. Voilà. Un Donc, confort optimal, et vous l'avez dit, de l'automatisation au maximum, en fait. ouais, bien Aujourd'hui, sûr. c'est le Alors gain ça, parfait pour les donc entreprises. là, on parle des prix, mais il y a aussi des plateformes, il faut le dire, qui annoncent une plateforme gratuite et qui ne sont pas le PPF. Et donc pour celles-là, ça veut dire qu'elles y trouveront un profit ailleurs, hein, parce que ça coûte de faire une plateforme. Les gens vont pas faire ça pour la gloire, je pense. Donc le plus dur pour l'entreprise, ça sera de trouver euh, quel est ce profit ailleurs pour comprendre euh, comment ça marche et que ça ne soit pas à son détriment, parce que le fonctionnement, il peut pas être gratuit comme ça. Donc, on dit toujours, quand c'est gratuit, c'est toi le produit. Oui. Ben, effectivement, est-ce que ces plateformes-là vont se payer sur les commissions des systèmes de paiement ou d'encaissement? Est-ce qu'on se payer sur l'exploitation des données de l'entreprise à d'autres fins et les revendre à quelqu'un d'autre? Mais faut-il encore que l'entrepreneur soit consentant? Ou est-ce que c'est simplement cette plateforme un moyen pour fidéliser à d'autres services? Les banques pourraient tenter de faire ça, de dire bah, moi je gagne mon argent ailleurs, je vais faire une plateforme gratuite pour fidéliser mes clients et avoir plus d'informations les concernant. Donc des modèles économiques, il peut y en avoir plein, et c'est pas forcément les ceux qui sont payants qui sont les moins vertueux. Je pense que c'est les plus transparents. Les autres, il faut se demander qui gagne quoi où. Et donc, et ça va pas être facile pour les entreprises. Donc, voilà, c'est un point d'attention qu'on peut indiquer aux entreprises. Pour ma culture et celle de ceux qui nous regardent, il y aura combien de plateformes pressenties, hein? Parce que ça change Euh, beaucoup. Ouais, ça change beaucoup, mais alors il y en a une soixantaine qui ont annoncé qu'elles seraient candidates. Et pour l'instant, à ma connaissance, je crois qu'on en est rendu à une quarantaine qui ont déposé un dossier de candidature. Ça en fait quand même Ouais. de la plateforme à auditer pour les Et- entreprises, pour faire leur marché. oui, et ce qui va être compliqué, c'est que moi, si je suis une TPE et puis que j'ai mon logiciel de gestion favori qui fonctionne bien, donc je suis content et que j'ai envie de garder, eh ben, c'est sûr que ce logiciel-là, il n'aura pas la même qualité de lien avec les 40 ou 50 plateformes du marché. Donc, ça sera intéressant de voir avec laquelle il communique le mieux. Bien sûr. Du coup, une autre question. Dans la communication, notamment de la facturation électronique, on a remarqué que les très petites entreprises, et notamment les micros, les entreprises et les autres entrepreneurs, est-ce qu'ils ne sont pas les grands oubliés de cette réforme? J'ai l'impression qu'il y a peu d'informations qui les concernent, notamment des commerçants dont on a parlé pour la partie e-reporting et caisse. Ils se sentent moins concernés, et pourtant la réforme les touche directement. Ouais. Alors, en fait, pour l'instant, ça devait démarrer en octobre, donc c'est reporté comme le reste, mais pour l'instant, il n'y a pas eu de communication nationale dans les médias sur la réforme de la facture électronique. Ça devait commencer là, et dans les médias radio, presse, réseaux sociaux. Et donc, pour l'instant, les très petites entreprises, elles ont été oubliées, mais autant que les autres, puisqu'il n'y a pas eu du tout de communication nationale. Pour les éditeurs et pour la profession comptable et les OGA, il y a eu de nombreuses campagnes de communication qui ont été faites auprès des entreprises
mais le problème, c'est d'être écouté ou entendu par les entreprises. Et donc, beaucoup d'entreprises, moi j'en ai vu plein dans nos clients, mais qui disent, ouais, moi j'ai entendu, ouais, petites entreprises, c'est 2026. Alors, ils avaient un peu oublié que c'était juillet 2024 pour la réception, mais et donc les gens n'étaient pas du tout dans un état d'esprit d'attente ou d'inquiétude par rapport à ça. Donc, tant qu'il n'y aura pas de campagne grand public par l'État, ben, je pense que il sera très difficile de sensibiliser les très petites entreprises parce qu'elles s'intéresseront pas à la réforme et ils ont besoin d'entendre dire l'État me dit que j'aurai pas le choix et que c'est bientôt. Donc là maintenant, ils vont attendre 2027. Il va falloir leur dire non, c'est 2026 pour la réception. Et puis néanmoins, quand même, il y a la DGFiP a créé des fiches techniques, des fiches pratiques sur le site impôt.gouv, elles sont téléchargeables, qui sont rédigées et qui pourraient être utiles pour expliquer un peu la réforme, donner un petit caractère officiel à vos communications, cabinet comptable, OGA. Et donc, dès qu'elles seront actualisées, parce que pour l'instant, on parle encore de l'ancien calendrier, et elles seront pas actualisées avant fin décembre, puisque la loi de finances sera votée, et donc le changement de calendrier que fin décembre. Mais sinon, je pense que ça peut être un support qu'on peut utiliser pour dire aux entreprises, regardez, il y a des trucs officiels qui disent il y a la réforme. Et là, ça aidera à communiquer. Mais sinon, la grande communication de la DGFiP qui devait démarrer là au mois d'octobre, je pense qu'elle ne démarrera pas avant courant 2025 maintenant. Oui, parce qu'il est vrai que les OGA ou les cabinets d'expertise comptable, ou même la profession d'expertise comptable a fait son travail auprès de nos clients, mais les micro-entreprises ne sont pas. C'est pour ça que enfin, je me posais la question parce qu'ils sont pas du tout encadrés par les OGA ni par les experts comptables et ils restent Ouais, il y a qu'une des. communication grand public qui pourrait les toucher, mais Tout à celle-là, fait. on la demande, on l'attend, mais elle va être repoussée. Parce que, en Bon, fait, on la l'attend DGFiP ne aussi veut pas avec communiquer, impatience. la DGFiP maintenant ne veut plus communiquer 3 ans avant. Ils pensent qu'ils vont perdre leur énergie. Voilà. Je pense Donc, qu'on a balayé toutes les questions, mais j'en arrive à une dernière pour conclure. C'est quels sont quels acteurs de l'écosystème peuvent accompagner les petites entreprises à intégrer la facture électronique dans leur business, selon vous? alors, disons que tous ceux qui sont en contact avec eux peuvent le faire, mais mon sentiment, c'est que les mieux placés pour le conseil, l'accompagnement des entreprises pour se préparer à la réforme, c'est la profession comptable. Parce qu'ils sont déjà les tiers de confiance des entreprises, ils détiennent déjà les données des factures, donc eux, ils peuvent pas être soupçonnés de vouloir capter ces données-là, ils ont déjà dans la compta. Et donc, ils ont aussi la proximité et la connaissance du fonctionnement de leurs clients, donc ça rendra leurs conseils plus pertinents. Et à côté de ça, il y a les éditeurs qui connaissent aussi leurs clients, mais souvent à travers une hotline, à travers des formateurs qui voient pas les clients aussi souvent que les comptables. Mais pour moi, c'est les deuxièmes acteurs les plus naturels pour là accompagner les entreprises, non pas à la méthode, mais à l'automatisation et à la chasse au gain de temps autour de la facture électronique. Donc l'alliance des deux, éditeurs profession comptable, me semble assez pertinente. Après, tous les autres, alors après, il y a des chambres de métiers, des gens comme ça qui vont proposer des choses. Je pense qu'ils sont un peu moins aux côtés au quotidien des entreprises d'une manière individuelle. Ils sont là au sens collectif et donc ils feront des campagnes de communication certainement. Et puis tous les autres, comme j'évoquais tout à l'heure, ils vont avoir des objectifs différents, c'est-à-dire les banquiers, tous ceux qui pourraient s'intéresser à la facture électronique. Et donc là, ils pourraient avoir un regard un peu plus intéressé. Et il faudra bien comprendre en quoi ils sont intéressés avant de s'engager plus avec eux. Elle n'était pas prévue cette question, mais ça nous intéresse que vous vous étaliez un petit peu plus. Pourquoi vous pensez que les banquiers iraient sur ce terrain-là? Les banquiers, euh, d'abord, ils s'en cachent pas. Hein, ils sont en train de préparer des plateformes. Et il y en a qui sont déjà proposées aux entreprises. Hein, donc là, c'est pas un secret. PDP? PDP, candidat PDP, D'accord. bien sûr. Il y en a plusieurs, des grandes banques. Et donc, et pourquoi ils le font? Ils s'en cachent pas trop non plus. Hein. C'est que aujourd'hui, ils ont toutes les données de paiement des entreprises. Quoi de plus naturel pour apporter un meilleur conseil de savoir qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté, du côté des factures. Et donc eux, ils considèrent que pour
à la fois le conseil du client, même si c'est pas un conseiller direct des clients comme l'expert comptable, mais ils ont cette prétention-là quand même d'amener du conseil. Et puis pour le conseil en trésorerie, la facture électronique c'est quand même très intéressant. Donc eux disent on est très légitime à amener des plateformes. Après, à D'accord. quelles conditions ils vont le faire, voilà. Après, il y a tous ceux qui sont intéressés pour capter la donnée, amener des conseils avec l'intelligence artificielle. Il pourrait y avoir tout un tas de startups là-dessus. Et là aussi, il s'agit de comprendre pourquoi ils le font, avec quel intérêt économique. Donc il y a de l'intérêt pour cette fameuse donnée qui sera, enfin qu'on aura en masse grâce à la facture électronique, parce que enfin les entreprises auront cette fameuse donnée. Et donc votre conclusion, c'est qu'il y aura beaucoup d'acteurs qui seront intéressés et beaucoup d'acteurs qui s'intéressent à ces sujets-là. Oui. En tout cas, je vous remercie énormément pour d'avoir répondu à mes questions. C'était très riche. En tout cas, on espère avoir une deuxième intervention de votre part quand vous aurez encore plus d'informations pour nous enrichir et enrichir toutes les personnes qui nous écoutent. Je vous remercie et je vous dis à tous à bientôt. Merci, au revoir.